600 000, c'est le nombre d'Africains subsahariens qui ont combattu sous le drapeau français lors des 2 guerres mondiales. Ils venaient du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Congo, de Madagascar. On les appelle les tirailleurs sénégalais parce que c'est au Sénégal qu'on a recruté les premiers. Ils ont chargé les tranchées de Verdun, ils ont défendu la ville de Lyon en 1940 et ils ont débarqué en Provence en août 1944. Et quand la guerre a été gagnée, il semblerait qu'ils aient été oubliés lors des récompenses. Voici leur histoire. Nous sommes le 21 juillet 1857 dans la ville de Plombières-les-Bains. Napoléon III signe un décret, son gouverneur général en Afrique occidentale française, Louis Faidherbe, lui a écrit depuis Dakar. Problème, pas assez de soldats métropolitains pour tenir les colonies. Solution proposée, recruter directement des soldats sur place. Le décret va donc créer le corps des tirailleurs sénégalais. Tirailleurs signifie combattant d'hôtes possédant d'une liberté de manœuvre, qui tire en dehors du rang. Au début, le recrutement est très brutal. Jusqu'en 1905, le corps intègre des esclaves rachetés à leur maître ainsi que des prisonniers de guerre. Puis progressivement, des volontaires. Le mot sénégalais est générique, ces soldats viennent de toute l'Afrique subsaharienne francophone, comme nous l'avons vu pendant l'introduction. Mais le Sénégal a fourni les premiers, donc le nom va rester. Leur première mission est claire, la conquête coloniale elle-même. Nous sommes au Sénégal entre 1865 et 1880, au Soudan entre 1886 et 1891, Dahomey, l'actuel Bénin, en 1893, Indochine de 1893 à 1896, Madagascar de 1895 à 1905. Les Africains envoyés pour soumettre d'autres Africains. C'est un sujet aussi que j'ai abordé sur ma chaîne YouTube sur la traite intra-africaine. Je te laisse la fiche juste ici, tu pourras retrouver le lien de la vidéo et la visionner. D'autres asiatiques pour le compte de la France. En 1910, le général Charles Mangin va publier un livre qui reste dans les annales historiques jusqu'aujourd'hui. Ce livre s'intitule « La force noire ». Il y présente les tirailleurs comme la solution à la faiblesse démographique française face à l'Allemagne. Il les décrit comme des soldats courageux, mais aussi comme des hommes primitifs. C'est le regard de l'époque, documenté et assumé. Août 1914, la guerre éclate en France. La France mobilise toutes ses ressources, y compris ses colonies. 200 000 tirailleurs de l'AOF combattent sous drapeau français, dont plus de 135 000 déployés en Europe. Leur rôle dans les tranchées est réel et documenté. Ils combattent à Verdun, dans la Somme, en Champagne. La France les utilise même en première ligne de front. Argument officiel, leur résistance face au froid et à la fatigue serait supérieure. La réalité est plus simple, ils sont la chair à canon désignée. Un homme va se distinguer durant cette guerre, cet homme s'appelle Blaise Diagne. Il est député sénégalais, premier africain élu à l'Assemblée nationale française. En 1918, il est mandaté par Clémenceau pour recruter massivement en Afrique. Il parcourt l'AOF, il convainc parfois sous pression. Il ramène 63 000 hommes supplémentaires en quelques mois, le bilan de la Grande Guerre pour les tirailleurs, 30 000 morts au combat pour 200 000 mobilisés, soit un taux de perte qui s'élève à 15%. Comparable à celui des soldats métropolitains, mais eux mouraient pour un pays qui n'était pas le leur, pour une liberté qui ne leur serait pas donnée. Les tirailleurs qui survivent rentrent en Afrique, la France leur verse une prime de démobilisation, bien évidemment inférieure à celle des soldats métropolitains. Même blessure, même tranchée et pourtant rémunération différente. Nous sommes en juin 1940, la France s'effondre. Le régime de Vichy va s'installer petit à petit, la France sera séparée en deux, une partie dominée par l'Allemagne nazie et de l'autre côté, la France qu'on appelle libre. L'armée allemande avance, les lignes reculent, les tirailleurs sont en première ligne. Le 7 juin 1940, dans la Somme, dans la ville de RN, le capitaine Charles Ntchoréré, officier gabonais de 43 ans, vétéran de la guerre de 14-18, condamne la 7e compagnie du 53e régiment tirailleur. Après 3 jours de combat, il se rend avec ses hommes. Un soldat allemand le bouscule, Ntchoréré
montre ses épaulettes d'officier. Il dit en allemand « Je suis un officier ». Le soldat lui tire dessus, 2 balles de plus pour l'achever. Les hommes, eux, sont ensuite exécutés. Nous sommes entre le 19 et le 20 juin 1940, à Chasselet, près de Lyon. Le 25e régiment de tirailleurs sénégalais défend Lyon, déclaré ville ouverte le 18 juin 1940. Ils combattent sans avoir reçu l'ordre de se replier. Le 20 juin, les prisonniers sont divisés en 2 groupes. Les soldats français blancs d'un côté, les tirailleurs noirs de l'autre. Les tirailleurs vont être conduits dans un champ, les chars Panzer ouvrent le feu à la mitrailleuse et les blindés avancent et achèvent les blessés sous leurs chenilles. On compte à peu près 188 tirailleurs achevés en 2 jours à Chasselet. Le capitaine Gouzy, français blanc qui proteste, reçoit une balle dans le genou, lui reste en vie. Ces massacres ne sont pas des exceptions. Erennes, Erquinvilliers, Maintenon, Feucherolles, Clamecy. Les nazis appellent les tirailleurs la honte noire et les qualifient de sous-hommes. Bilan global de mai-juin 1940 pour les soldats africains, entre 1000 et 1500 soldats exécutés sommairement, selon l'historien Raphaël Tchek. Nous sommes en automne 1944, la France est libérée. Des milliers de tirailleurs sénégalais enfermés par les nazis vont enfin être libres alors qu'ils étaient enfermés depuis 1940. Ils ont passé 4 ans prisonniers sous la France occupée. La France les rapatrie, ils embarquent à Bordeaux, ils débarquent à Dakar le 21 novembre 1944. Ils sont conduits au camp militaire de Tiaroy à 15 km de la capitale. Ils attendent leur solde ainsi que leurs primes de captivité, celles qui sont dues depuis des mois et qui n'ont pas été versées. 25 novembre, un groupe refuse de monter dans le train en direction de Bamako sans avoir été payé. Ils craignent à raison de ne jamais voir cet argent une fois qu'ils seront dispersés dans leur village. Le 28 novembre, le général Marcel Dagnan se rend au camp militaire. Il dira ensuite qu'il a failli être pris en otage par les tirailleurs qui protestaient. Aucun document d'archives ne confirme cet épisode, mais les historiens le voient plutôt comme une justification construite après coup. Le 1er décembre 1944, à 6h30 du matin, 3 compagnies de tirailleurs, appuyées par de la gendarmerie et un char Stuart, entrent dans le camp. À 7h30, le feu est ouvert. Bilan, 35 morts. Un second rapport du général Dagnan annonce 70 morts. Les historiens estiment que le nombre réel pourrait être de plusieurs centaines. On ne sait pas exactement combien de tirailleurs étaient dans le camp ce matin-là. Suite au massacre, il y a 34 tirailleurs qui seront jugés en mars 1945, condamnés à des peines allant de 1 à 10 ans pour acte de rébellion. Le massacre reste inconnu en métropole, les responsables ont pris leurs mesures pour l'étouffer. En 1988, un cinéaste et réalisateur sénégalais du nom de Ousmane Sembène réalise Le camp de Tiaroy. Le film est un interdit en France pendant plus de 10 ans. 80 ans après les faits, l'Office national des combattants reconnaît officiellement 6 tirailleurs comme morts pour la France. 6 sur des centaines. C'est dans ce contexte que j'ai enfin commencé à écrire le livre Atlas des traites humaines. C'est un livre qui parle des différentes traites humaines qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité depuis à peu près l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il est vrai que lorsqu'on parle de traite humaine, on pense tout de suite à la traite négrière. Et pourtant, dans ce bouquin, j'ai essayé de travailler à récapituler les différentes traites qu'il y a eu dans l'histoire. Parce que ce n'est pas une histoire de race. Dans mes rêves d'enfant, en tout cas, je rêve de voir une humanité qui est unie, qu'on soit blanc, noir, asiatique, peu importe. Si c'est un livre qui t'intéresse, je te laisse me le dire en commentaire et je fournis les premières pages de ce livre gratuitement puisque j'ai commencé à l'écrire. Donc, si c'est un livre qui pourrait t'intéresser, écris-moi par mail et je t'enverrai les premières pages de ce livre en espérant qu'elles te plairont. Il sera en vente, je pense, d'ici la fin de l'année sur Amazon et donc tu pourras prendre le temps de lire cet essai et on espère qu'il pourra être enseigné, pourquoi pas, dans les écoles et les universités. Mais cela dépend de ton engagement par rapport à mon contenu. Il y a quand même une marque de chocolat qui a énormément
eu son impact dans cette histoire de tirailleurs sénégalais. Il s'agit de la marque Banania. Pour la petite histoire, lorsque j'étais plus jeune, mes parents en achetaient et je me suis toujours demandé qui était le petit bonhomme qu'on apercevait sur la boîte de chocolat en poudre Banania. Et bah, après avoir fait mes petites recherches, il s'agit en fait d'un tirailleur sénégalais. D'ailleurs, les versions qu'on a dans les années plutôt 2000, c'est des versions qu'on a améliorées parce que le visage à la base des tirailleurs sénégalais sur la boîte Banania, c'était pas du tout ça. Nous sommes en 1915, en pleine guerre mondiale, pendant que les tirailleurs meurent dans les tranchées de Verdun. La marque Banania s'approprie leur image pour vendre du chocolat en poudre. Le slogan imite un français approximatif, comme si un Africain ne pouvait pas parler correctement. Il est écrit sur la boîte « Yabon Banania » pour dire que le Banania, c'est quelque chose de bon. Ce n'est pas de la maladresse, c'est un système à réduire des soldats qui se battent pour la France à des personnes enfantines, souriantes, inoffensives. Léopold Sédar Senghor, poète et futur président du Sénégal, lui-même fait prisonnier en 1940 comme tirailleur, écrira en 1945 dans son poème Hostie noire, « Tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de France ». L'image Banania durera des décennies, elle sera retirée qu'à partir des années 70, sous pression des associations antiracistes. Ce sourire figé sur une boîte de chocolat aura traversé 2 guerres mondiales pendant que les originaux, les vrais tirailleurs, mouraient à Verdun, à Chasselet ou encore à Tiaroy. Leur caricature, elle, souriait sur les boîtes qui circulaient librement dans toute la France. Voici le dernier acte de trahison. Après les indépendances africaines entre 1958 et 1960, les anciens tirailleurs avaient droit à une pension alimentaire comme tout combattant français. La France va alors voter une loi qu'on appelle la loi de la cristallisation. Les pensions des tirailleurs sont gelées à leur valeur du moment de l'indépendance, pendant que les pensions françaises métropolitaines continuent d'être revalorisées chaque année. Résultat concret, un tirailleur sénégalais ayant combattu à Verdun recevait dans les années 2000 l'équivalent de 200 € par mois. Son camarade français, lui, recevait plus de 800 €. Même régiment, même tranchée, même sang qui a coulé, cette injustice sera partiellement corrigée par une décision du Conseil d'État qui aura lieu en 2001. Puis par la loi Finances de 2002. Le président Chirac, lui, va faire voter une revalorisation complète à partir de l'année 2006. Il aura fallu 45 ans de cristallisation avant que la France reconnaisse le devoir de payer ses dettes envers les tirailleurs. Voilà ce que l'histoire des tirailleurs sénégalais nous apprend aujourd'hui. Ils ont été créés en 1857 pour servir la conquête coloniale. Ils ont saigné en 1914 pour défendre un pays qui les colonisait. Ils ont été massacrés en 1940 par les nazis, pendant que la France ne les protégeait absolument pas. Ils se sont fait tirer dessus en 1944 par la France elle-même. Ils ont été volés de leur pension pendant plus de 45 ans. 600 000 hommes, 103 ans de service, 3 trahisons majeures. Le poète Léon Gontran Damas écrit ceci. « Ils ont rendu les leurs aussi tristes que moi. » Léopold Sédar Senghor, lui-même fait prisonnier en 1940 comme tirailleur, a écrit un poème resté dans les lettres africaines. Prière au masque. Il y demande que les morts ne soient pas oubliés. En janvier 2025, le Tata sénégalais de Chasselet est vandalisé. C'est la nécropole où reposent les dépouilles de 196 tirailleurs sénégalais. Suite à cette vandalisation, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré ceci. Honte et indignité, les Français savent ce qu'ils doivent aux tirailleurs sénégalais, morts pour la France. Ils le savent, oui, mais il a fallu 80 ans pour le dire enfin. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la, abonne-toi, like, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'histoire.